Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Avec plaisir. Sébastien Lecornu présentera jeudi, lors d'une conférence de presse, les nouvelles aides, un nouveau paquet d'aides pour le mois de juin destiné aux secteurs les plus touchés par la hausse des prix du carburant qui affiche des records. Hier, le prix de l'essence en France affichait au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Écoutez Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République de Paris. Il faut des nouvelles aides, mais sans que cela coûte trop cher à l'État. Il était sur France Info ce matin. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on calibre bien les aides. Il faut aider. On aide déjà les agriculteurs, les grands rouleurs, un certain nombre de professions. Mais il faut qu'on puisse aller plus loin. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Nous savons très bien que l'argent est public et rare. Donc, bien le calibrer surtout. Bien le calibrer, aller plus loin, ça veut dire les aides-soignants, les infirmières, ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Il nous semble logique que ceux qui ne peuvent pas répercuter l'augmentation du coût du pétrole auprès de leurs clients, les infirmières sont un exemple parfait et il faut absolument les aider. Xavier Iacovelli, à ceux qui espéraient des aides massives, on oublie le quoi qu'il en coûte. Vous douchez leur espoir. Oui, malheureusement, on n'est plus dans cette période du quoi qu'il en coûte parce que nos finances ne nous le permettent pas. Et donc, moi, je salue la lucidité aussi du Premier ministre de faire en sorte d'avoir des aides qui soient ciblées, beaucoup plus ciblées que ce que ça n'a été auparavant, pour faire en sorte de protéger, parce que c'est la responsabilité du gouvernement et des pouvoirs publics, de protéger les Français, ceux qui en ont le plus besoin, et en l'occurrence, les grands rouleurs, les professionnels de santé, effectivement, comme les infirmières à domicile, par exemple, mais aussi les agriculteurs dont on a besoin et qui, aujourd'hui, subissent cette augmentation des carburants de façon très importante. Mais cette guerre, elle se prolonge. Cette crise pétrolière se prolonge avec. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller de mois après mois avec des nouvelles aides ciblées, un peu plus de secteurs? On va aller comme ça mois après mois? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette guerre, elle aura des répercussions sur le long cours. En fait, on sait très bien que même si demain le détroit se débloquait, on aurait encore des incidences pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une crise inflationnaire qui va certainement arriver et que les Français vont subir au quotidien. Et donc, il faut qu'on puisse trouver effectivement des méthodes pour protéger les Français, pour protéger leur pouvoir d'achat. C'est pour ça que la question, non pas d'une taxe, parce que moi j'étais opposé à une taxe supplémentaire sur les super profits, mais le fait de bloquer, faire en sorte que les prix n'augmentent pas et soient un plafond, comme a pu le faire par exemple Total dans certaines de ces stations, je pense que c'était intéressant pour effectivement limiter cette hausse. Après, il y a aussi une réflexion plus globale sur notre dépendance aujourd'hui aux hydrocarbures, mais ça ne peut pas se décider en quelques semaines. Donc c'est toute une politique d'électrisation que le gouvernement a lancée également pour faire en sorte d'être moins dépendant au pétrole. Je rebondis, Xavier Iacovelli, sur ce plafonnement des prix qui est effectué chez Total Énergie et dont vous parliez. Il y a beaucoup d'autres distributeurs de carburant qui, eux, en appellent aussi au gouvernement en disant là, c'est de la concurrence déloyale. Finalement, tout le monde va chez Total parce que c'est leur droit et ils l'ont fait et ils ont plafonné leur prix. Mais est-ce qu'il faut que le gouvernement aide les autres distributeurs de carburant à mettre en place ce plafond? Mais les autres distributeurs auraient la possibilité de le faire. Aujourd'hui, si Total le fait, c'est qu'elle rogne sur ses marges, et parce qu'en fait, le pétrole augmente aussi pour Total à l'achat. Donc, c'est en rognant sur ses marges pour faire en sorte, c'est un argument marketing effectivement pour Total, mais rien n'empêche aujourd'hui, et encore une fois, il n'y a pas de loi qui interdit les autres producteurs et distributeurs de faire ce plafonnement. Eux dénoncent une concurrence déloyale. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a la concurrence déloyale, c'est un acte marketing qui soutient le pouvoir d'achat des Français et c'est plutôt à saluer. Il y a eu tout un débat justement autour de Total Énergie, notamment de leur profit, de ce qu'ils avaient, de leur chiffre qui a augmenté énormément là, en tout cas pour ce premier trimestre. Est-ce que vous pensez, comme la France Insoumise, qu'il faudrait à terme envisager une nationalisation de Total Énergie ? Non, moi je pense qu'il faut effectivement sortir du tout carburant. Et donc, en l'occurrence, c'est plus une vision sur le long terme qu'il faut avoir plutôt qu'une nationalisation. Moi, je ne suis pas favorable à la nationalisation par principe. Aujourd'hui, si Total fait aussi des bénéfices, c'est aussi les Français qui en gagnent en fait, par l'impôt qu'aujourd'hui Total verse à l'État. Je crois que c'est 3 milliards cette année, l'année dernière, qu'ils auront versé en impôts directs pour les caisses de l'État. Donc en fait, c'est aussi intéressant quand Total fait des bénéfices en France. Donc il faut qu'on puisse continuer à avoir cette concurrence qui est saine, qui permet effectivement, s'il n'y avait que Total, s'il y avait qu'une nationalisation, en l'occurrence, il y aurait un monopole, on va dire, de Total, et je ne suis pas sûr qu'on plafonnerait les tarifs.
Et une surtaxe donc de ces bénéfices records. Mais pour la Total surtaxe, ça peut être intéressant, mais pourquoi pas, mais la surtaxe, en fait, on va voir les effets dans plusieurs mois, voire l'année prochaine, plusieurs années. Aujourd'hui, ce que les Français attendent des pouvoirs publics, c'est qu'on trouve des solutions immédiates. Et donc, le plafonnement est une solution. Les aides ciblées, c'est une solution des pouvoirs publics. Et je pense que c'est des solutions aujourd'hui que les Français attendent au quotidien et pas une surtaxe qui alimenterait les caisses de l'État, en tout cas les déficits de l'État, sans voir vraiment la réalité sur le terrain au quotidien. Oui, mais il y a toujours des Français qui, là, ne sont pas concernés par les aides ciblées, c'est-à-dire, évidemment, il y a un plafond. Et puis, si vous êtes grand rouleur, très grand rouleur, ou Bien sûr, voilà, mais c'est et ça sur peut conditions de jouer ressources. parfois. Oui, conditions de ressources, mais parfois ça joue à 100 € près, les conditions de ressources, parce que forcément. C'est les effets de seuil, c'est sûr. Exactement, c'est les compliqué. effets de seuil, mais à 100 € au-dessus. On a aussi du mal à boucler ces fins de mois. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous répondez à ces Français-là qui sont tout juste au-dessus du seuil et qui tirent la langue? Vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on voit dans les statistiques que les Français ont diminué aussi leur consommation, utilisent beaucoup moins. Et il y a, je crois, que 20% de diminution de consommation de carburant. Donc ça veut dire que les Français se sont adaptés. Les Français sont aussi résilients sur cette augmentation des carburants. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider. Je dis juste qu'on ne peut pas aujourd'hui aider tout le monde. Et c'est pour ça que les critères de ressources sont essentiels, parce qu'il faut effectivement que les pouvoirs publics aident ceux qui sont les plus en difficulté, et les gros rouleurs, les agriculteurs, les professionnels comme les infirmières, par exemple. Mais on ne peut pas effectivement aider tout le monde. Il faut être réaliste aussi sur notre capacité à faire. Pourquoi ces annonces ont tant tardé? Puisqu'elles avaient été annoncées, et puis de semaine en semaine, elles ont été reportées. Moi, j'ai pas d'informations particulières. Moi, je me dis juste que le gouvernement, et comme la plupart des Français, et comme la plupart des citoyens de ce monde, espéraient peut-être un déblocage de la situation des Trois d'Ormuz, et qui aurait pu effectivement alléger ces contraintes sur notre économie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un jeu de dupes entre l'Iran et les États-Unis, et que le conflit risque de s'enliser, et donc d'avoir des conséquences sur le long terme pour notre économie. Puisqu'on parle du long terme, Xavier Iacovelli, vous nous avez dit en début d'interview que le gouvernement œuvrait aussi pour une électrification du pays. Ça va prendre longtemps. C'est des plans à... Oui, bien sûr, mais ça, c'est pour ça qu'il faut à la fois répondre sur le court terme avec des aides ciblées, et en même temps préparer l'avenir pour sortir de cette dépendance des carburants avec l'électrification, j'ai du mal. C'est un projet sur le long terme, effectivement, et c'est aussi un projet qui devra, à mon avis, être dans le cadre des élections présidentielles. Est-ce qu'on n'a pas perdu de temps, justement, en 2017, quand on a fermé notamment Fessenheim, qui est emblématique, quand on a reculé un peu sur le nucléaire? Oui, mais en fait, on a juste respecté les engagements qui avaient été pris par le précédent gouvernement et le précédent président de la République. Et donc, en fait, c'est aussi bien de respecter la parole tenue. Et donc, il y a eu d'autres projets qui ont été faits, notamment pendant la première crise avec l'Ukraine, où le président a annoncé aussi plusieurs petits EPR qui seraient en construction. Donc oui, il y a un projet qui date depuis maintenant quelques années, et on n'a pas perdu de temps. En fait, juste, on avait déjà une capacité en France d'avoir l'énergie nucléaire qui nous permettait en fait d'être moins dépendants au carburant. Mais on l'a moins valorisé, on a moins investi. Je suis d'accord. Sous la pression d'ailleurs souvent des écologistes qui n'estimaient pas que c'était une énergie durable et verte. Vous diriez que c'est une erreur stratégique, ce qui s'est passé il y a 10 ans? Je pense que oui, je pense qu'effectivement c'est une erreur stratégique. Je pense qu'il fallait miser à fond sur le nucléaire, et que le nucléaire c'est aussi notre indépendance et notre souveraineté énergétique. Et effectivement, je pense que c'est intéressant et c'est important qu'on puisse réinvestir massivement dedans. Xavier Iacovelli, je rappelle que vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat. Parlons un petit peu de 2027, puisqu'on a pu lire ce week-end cette tribune. 500 élus et maires aussi qui sont rassemblés, qui ont écrit pour appeler l'ancien Premier ministre Gabriel Attal donc à se présenter en 2027. Écoutez l'un des signataires, Franck Riester, maire de Coulommiers, président d'Agir, qui a affirmé qu'il souhaitait cette candidature. Il était sur Public Sénat. C'est à lui de le décider, parce que c'est pas une petite affaire de se présenter à l'élection présidentielle, de dire je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est toute une préparation, à la fois collective et personnelle, mais moi je le souhaite. C'est tout l'objet et tout l'objectif de la tribune que j'ai signée avec 500 autres maires et élus locaux qui souhaitent que Gabriel Attal soit candidat à l'élection présidentielle. Mais ça serait évidemment hypocrite de cacher le fait qu'on s'y prépare, qu'il s'y prépare depuis des années. Vu son expérience, à la fois en tant que ministre, en tant que Premier ministre, c'est toute une préparation. C'est pas rien d'être candidat à l'élection présidentielle.
Alors il s'y prépare, il a écrit un livre, il va de déplacement en déplacement, il y a un meeting prévu à Paris le 30 mai. Est-ce que l'objectif là, avec cette accélération, c'est de ravir la place du favori du bloc central, qui à Édouard Philippe, qui est actuellement favori des sondages? Il n'y a pas une course entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. On a quand même un peu l'impression. Non, il y a deux projets, il y a un accord de principe entre les deux qui fait que le mieux placé sera le candidat de ceux qui ont gouverné ensemble. C'est pour ça qu'il y a un comité de liaison qui a été d'ailleurs proposé par Gabriel Attal, qui regroupe le parti Renaissance, le parti Horizon, démocrate et progressiste dont je suis membre, mais aussi le parti radical, l'UDI et le MoDem, pour faire en sorte que nous n'ayons qu'un seul candidat à la fin face aux extrémistes comme les LFistes ou aux populistes face au Rassemblement national. Donc oui, je pense qu'il y a une responsabilité commune de tous ceux qui ont gouverné ensemble depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, bientôt 10 ans. Et donc, on a une responsabilité commune d'avoir un seul candidat, mais on a aussi des différences. Et c'est aussi pour ça que c'est important que ces différences puissent s'exprimer dans le cadre d'une pré-campagne présidentielle. On n'a pas forcément le même programme avec Gabriel Attal qu'avec Édouard Philippe. Je pense notamment à la question des retraites. Édouard Philippe était plutôt sur une retraite à 67 ans. Nous prenons plutôt une dose de proportionnelle, en tout cas une réforme complète de notre modèle de retraite avec une dose de capitalisation, pardon. Et donc oui, on a besoin aujourd'hui de mettre ça dans le débat public. Et c'est pour ça que nous souhaitons la candidature de Gabriel Attal. Mais vous êtes sûr que l'un pourra voter pour l'autre à la fin, au final? Mais justement, malgré ces différences, notamment sur la réforme des retraites, qui est quand même assez cruciale et emblématique quand même dans les... En fait, il faut juste qu'on essaye de faire un peu, de sortir de notre cadre franco-français. Aujourd'hui, les coalitions existent dans tous les autres pays européens. On a l'impression qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Mais mais là, il n'y a qu'un seul fauteuil. Hein. Non, mais ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, de cette capacité à réunir des gens qui venaient de la droite et de la gauche. Moi, je venais de la gauche. Et ça ne m'a pas empêché de travailler avec des gens comme Gérald Darmanin, comme Sébastien Lecornu, qui étaient issus de la droite républicaine. Et donc, on a eu cette capacité. Édouard Philippe venait effectivement de la droite, Gabriel Attal plutôt de la gauche. Et pourtant, ils ont été dans le même gouvernement à plusieurs reprises. Et si Bruno Retailleau, là, ce qui semble être le cas aussi, il se présente, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espace? Écoutez, moi, pour un candidat de la droite, du centre, du bloc central, et un candidat le bloc central des Républicains a une responsabilité de s'unir. Mais s'unir, ça ne veut pas dire effacer les différences, effacer les débats et effacer les propositions. Gabriel Attal, aujourd'hui, porte des projets, des consultations. Il a réuni plus de 80 maires la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé sur des conventions thématiques. Le parti, depuis 1 an et demi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté pour qu'il soit notre président de parti, c'est pour que le parti reprenne le travail du fond, des propositions, des idées, et que Gabriel Attal nous donne un cap aussi pour 2027. Ensuite, on verra, les Français décideront. Mais aujourd'hui, nous souhaitons effectivement que Gabriel Attal incarne le projet que nous travaillons depuis 1 an et demi et qui doit être proposé aux Français. Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On va se retrouver dans un instant. On parlera du projet de loi Riposte qui arrive au Sénat. C'est un choc d'autorité, dit le gouvernement, notamment face au rave party, au rodéo motorisé, au trafic de stupes aussi, ou encore aux mortiers d'artifice. On en parlera dans un instant. Justement, au Sénat, le Sénat qui va examiner à partir d'aujourd'hui le projet de loi Riposte du gouvernement qui vise un choc d'autorité et d'efficacité contre les rave parties, le protoxyde d'azote, les mortiers d'artifice, les rodéos motorisés, les violences dans les stades, le trafic de stupes et j'en passe. Écoutez, Laurent Nunez qui a défendu ce projet de loi. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres il y a quelques semaines. Ce projet de loi répond à cette ambition en ayant pour but d'abord de créer un choc d'autorité pour apporter un certain nombre de réponses répressives ou administratives, mais en tout cas qui soient extrêmement dissuasives sur un certain nombre de phénomènes qui créent des nuisances importantes et qui parfois même conduisent à des drames. Je pense notamment au rodéo urbain, à l'usage des mortiers d'artifice, aux violences dans les stades, au phénomène des squats ou encore à l'usage du protoxyde d'azote. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle les troubles quotidiens à l'ordre public. Une des critiques qui lui est faite, c'est que justement, est-ce qu'il n'est pas un peu large? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de troubles pour être efficace? Xavier Iacovelli. Et je pense qu'il était à l'image, comme vous l'avez dit, c'est un projet de loi qui vient du gouvernement avec plus de 30 articles. Donc effectivement, c'est très dense comme
comme projet de loi, mais ça répond aussi aux problématiques du quotidien et donc sur lesquelles le gouvernement doit apporter des réponses. On ne peut pas à la fois reprocher au gouvernement de laisser les parlementaires faire des propositions de loi qui ont du mal à aboutir à une réalité de loi à la fin, et en même temps, lorsque le gouvernement récupère un peu toutes ces problématiques. On a eu des propositions de loi sur les rodéos, on a eu des propositions de loi sur le protoxyde d'azote, on a eu des propositions de loi sur les rave-parties. Bon, résultat, on voit bien que c'est pas efficace quand c'est uniquement une proposition de loi. Donc là, le fait que ce soit un projet de loi porté par le gouvernement avec 30 articles, bon, voilà, il y a plus de 300 amendements qui sont aujourd'hui déposés au Sénat, donc on voit bien qu'il y a un vrai débat de fond, un temps aussi qui est pris pour ce débat, et je pense que c'est important que le gouvernement porte ce sujet-là. C'est sa responsabilité aussi, la protection des Français, la protection au quotidien des Français, c'est aussi sa responsabilité. Julien Audoul du Rassemblement national, qui était à votre place il y a quelques instants, disait oui, c'est bien gentil toutes ces mesures, mais il faudrait déjà appliquer les lois qui existent, c'est-à-dire quand il y a des amendes ou quand il y a des peines de prison, déjà donner ces amendes et mettre ces peines de prison. Oui, on peut lancer des généralités comme ça. Moi, je ne sais pas de quoi il parle, donc je ne peux pas vous dire. Moi, je vois juste que le ministre de l'Intérieur, Nunes, depuis qu'il est en responsabilité, essaie de mettre en place un certain nombre de choses, notamment le renforcement des pouvoirs de la police municipale aussi, que nous avons voté début février, qui est une vraie avancée pour les élus locaux, qui vont permettre aussi, vous parlez d'amendes, mais de doubler les amendes délictuelles, que la police municipale n'était pas en capacité de faire et que la police va pouvoir mettre en place désormais sur la consommation de stupéfiants notamment. Et donc, enfin voilà, on a aujourd'hui des mesures qui ont été votées, qui sont en cours d'application. Donc oui, on ne voit pas encore les résultats, mais en tout cas, le travail a été fait. Et c'est pour ça que ce projet de loi est intéressant, parce que le débat parlementaire, avec plus de 300 amendements au Sénat, on va avoir un vrai débat sur le fond. Et donc, ça va nous permettre d'alimenter ce projet de loi, de l'améliorer. C'est aussi notre rôle en tant que parlementaire d'améliorer la loi. Alors, vous parliez des amendes forfaitaires délictuelles. C'est un des outils qui est dans ce projet de loi pour ces troubles à l'ordre public. Pour certaines, elles passent de 200 à 500 €. Ça, c'est pour l'usage de stupéfiants. Pourtant, l'efficacité des AFD, donc des amendes, est remise en cause par un récent rapport de la Cour des comptes. Écoutez, on verra quand elles seront passées à 500 €. On verra si la Cour des comptes a le même jugement. Donc vous comptez sur un effet dissuasif ? Honnêtement, 500 € pour effectivement une consommation de stupéfiants sur la voie publique, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas dissuasif pour les consommateurs, oui. Mais vous pensez qu'elles sont recouvrées par les policiers ? Ah, moi je pense aujourd'hui, parce que notamment la loi que nous avons votée en février permet aux polices municipales, en fait aujourd'hui il n'y avait que les polices nationales qui pouvaient faire ça. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, donc depuis février, nous allons avoir les polices municipales, donc ça va élargir le champ des possibles, et les policiers municipaux, je peux vous dire qu'ils vont le faire. Sous l'autorité des maires qui, aujourd'hui, ont une vraie responsabilité aussi de sécurisation de l'espace public et de protection de leurs concitoyens. Donc oui, je pense que ils vont le faire, bien sûr. Au sujet justement du travail parlementaire que vous faites, le Sénat prône en plus une interdiction générale de la vente aux particuliers du protoxyde d'azote, qui fait des ravages. Mais c'est vraiment problématique. Moi, je le vois. Moi, j'habite à Suresnes et on a plusieurs collèges et je vois des gamins, des collégiens qui, aux abords du collège, ont des bonbonnes de protoxyde d'azote qui effectivement. Enfin, ça détruit les neurones, quoi. Enfin, c'est très dangereux et ça peut avoir des effets irréversibles sur les capacités de ces jeunes. Donc oui, il est de notre responsabilité aujourd'hui d'avoir des mesures répressives et je pense que l'interdiction totale de la vente aux particuliers de protoxyde d'azote, qui n'est pas fait pour les particuliers en fait. Oui, c'est pour les professionnels à la base. Donc il faut juste qu'on remette dans le contexte. Et donc oui, je pense que c'est important et c'est une mesure qui est salutaire. Xavier Iacovelli, autre projet qui est en discussion cette fois, qui est même à l'état vraiment des consultations entre tous les partis d'ailleurs, c'est ce texte qui élargit à toutes les discriminations, racistes, le projet de loi donc pour lutter contre les formes contemporaines de l'antisémitisme et des discriminations racistes. Écoutez Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Et elle réagissait déjà au retrait du texte qui avait été proposé par Caroline Yadan contre l'antisémitisme. Elle était sur Europe 1. Il y a des gens qui peuvent sincèrement douter, se poser des questions sur un texte, sur sa finalité, sur son objet, sur la méthode qui a permis de l'examiner. Et puis il y a ceux qui le combattent parce que par nature, ils refusent de combattre l'antisémitisme, voire même l'athis. C'est pour ça que je ne mets pas dans la même catégorie ceux qui, au sein de nos alliés naturels du socle commun ou même du Parti socialiste, ont pu émettre des doutes. Et puis la France insoumise qui, elle, a tout fait pour que jamais on ne puisse l'examiner.
Aurore Berger, donc, qui a lancé une série de consultations avec les transpartisanes, avec les responsables politiques, je le disais, de tous bords pour façonner ce texte. Et donc, ce projet de loi, à l'origine, c'était une proposition de loi pour lutter contre l'antisémitisme. Je le disais, ça a été élargi à toutes les discriminations racistes. Est-ce que le texte ne perd pas de sa portée en faisant ça, qui était vraiment l'origine de lutter contre l'explosion des actes antisémites? Alors moi, j'ai fait partie des gens qui ont été consultés de façon transpartisane. Je représentais mon groupe auprès de la ministre Aurore Berger. Et il y a eu unanimité des forces politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat pour cet élargissement. Cet élargissement de l'antisémitisme à l'antisémitisme et au racisme et à toutes les luttes contre les discriminations raciales. Et donc, je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a 1300 actes antisémites l'année dernière, 9500 actes racistes. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui qui touche l'antisémitisme et qui touche les racistes. Et donc, je pense que la réponse du pouvoir français, en fait, la réponse du gouvernement doit être de lutter contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Et lutter, y compris dans l'antisémitisme, sur l'antisionisme, qui est souvent, d'ailleurs, un cache-pot de l'antisémitisme que nous connaissions jusqu'à maintenant. Donc il faut lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et de racisme. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc il ne sera pas affaibli parce qu'il est ouvert à d'autres discriminations. Moi je trouve qu'il se renforce encore plus parce qu'il nous permet de dire que l'antisémitisme, le racisme, c'est pas des opinions en fait, c'est des délits. Et qu'on met sur le même thème, le même niveau d'égalité, et ça permet d'avoir une union nationale de lutte contre ces actes-là, et je pense que ça renforce au contraire le texte. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'est interrogée sur l'opportunité d'un nouveau texte. Alors, dit-elle que les lois existantes permettent déjà de condamner tous les actes d'antisémitisme. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je pense que c'est toujours utile de réaffirmer que, encore une fois, ce n'est pas des opinions, c'est des délits. Je pense que la question aussi de l'inéligibilité pour les élus qui porteraient des propos antisémites ou racistes. Moi, je suis pour, et je l'ai rappelé à la ministre lors de nos entretiens. Je pense qu'il faut effectivement aller sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est utile d'avoir un nouveau texte sur cette question-là. Merci beaucoup, Xavier Iacovelli. Je rappelle que vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat. Dans un instant,